Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir M. Maxime Brault, qui est directeur de la recherche en sécurité routière à la Société de l'assurance automobile du Québec. Et donc, il va nous entretenir sur la thématique du bilan routier et des statistiques euh, compilées, maintenues par la Société. M. Brault présentera une analyse approfondie des efforts collaboratifs entre différents acteurs de la sécurité routière. Il abordera les données essentielles utilisées pour développer des stratégies d'intervention visant à améliorer la sécurité routière. Et enfin, il discutera du rôle clé que jouent ces informations dans l'élaboration de mesures efficaces pour renforcer la sécurité de nos routes. Alors, on cède immédiatement la parole à M. Brault. Bonjour tout le monde. Alors, je suis en train de partager mon écran juste pour bien débuter tout ça. Donc, voilà, est-ce que ça fonctionne bien? Tout est beau. Parfait. Bon, merci. Alors, ça me fait plaisir d'être ici, effectivement, pour partager l'information euh, accumulé, si on veut, à travers les différents volets à la Société d'assurance automobile. On a parlé avec la présentation de M. Leclerc de travail en partenariat. Effectivement, la sécurité routière est la responsabilité de plusieurs intervenants parce que c'est un problème qui est multifactoriel, les accidents de la route. Donc, il y a besoin de travailler de concert ensemble. Donc, à différents volets afin d'amener une intervention là, ciblée là, pour diminuer les collisions sur la route, puis diminuer aussi les incidences, donc les impacts en termes de blessures ou en termes de décès de ces accidents-là. Je vais vous présenter aujourd'hui le travail là, de rassemblement des données, si on veut, à la direction de la recherche en sécurité routière. La direction de la recherche en sécurité routière, c'est une douzaine de professionnels, statisticiens, épidémiologistes, chercheurs en psychologie du comportement, en communication aussi, en technologie, parce que c'est un volet qui évolue beaucoup sur les véhicules, là, le plus en plus d'aspects technologiques. Donc, ça prend une multitude de personnes là, pour essayer de voir un peu les différents aspects. Ce que je vais vous présenter particulièrement aujourd'hui, c'est évidemment des données du bilan routier, ce qu'on appelle principalement le bilan routier, mais c'est le bilan des accidents, mais aussi beaucoup de facteurs qui vont nous permettre de déterminer différentes évolutions dans les données, les tendances, les comparaisons sur différents angles et de l'étalonnage d'une certaine façon pour essayer de positionner un peu l'approche d'analyse et d'intervention. Si je vais vous présenter particulièrement celle de la société aujourd'hui. Donc, globalement, je vais vous présenter quelques concepts qu'on a par rapport à l'approche en sécurité routière à la SAC, sur quoi on s'appuie pour nos axes d'intervention. Et je vais surtout vous présenter les données parce qu'on en parlait un peu d'entrée de jeu. Il y a quand même une richesse intéressante de données qu'on peut utiliser en sécurité routière pour faire un survol de l'ensemble des problématiques. Je vais vous parler des éléments liés au recueil des données, comment on capture ces éléments-là, qu'est-ce qui nous permet d'avoir différents données sur le bilan des accidents, mais aussi des facteurs euh, d'exposition au risque là, qu'on appelle particulièrement chez nous, les éléments liés à la diffusion. Donc, qu'est-ce qu'on va amener à nos partenaires en sécurité routière, mais aussi à la population pour permettre de comprendre davantage les données d'accident de la route. Certaines analyses descriptives, donc des grandes lignes de qu'est-ce qu'on peut faire ressortir des différentes données, mais aussi des exemples d'analyses détaillées, évidemment, quand on va entrer dans les particularités pour permettre par exemple, construire le concept d'une campagne de sensibilisation ou une recommandation législative, ben, qu'est-ce qu'on va amener dans le fond dans l'analyse pour bien faire ressortir les problématiques existantes. Donc, dans un premier temps, je vous présente quelques éléments de sécurité routière très rapidement. Évidemment, il y a plusieurs facteurs, comme on le disait tout à l'heure, qui influencent le nombre de collisions sur la route. Là. C'est multifactoriel. Évidemment, les comportements.
que peuvent adopter les usagers de la route, donc autant les automobilistes que piétons, cyclistes, conducteurs de véhicules lourds. Il y a différents comportements qui sont adaptés par nos clientèles. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que certains comportements vont mener à des accidents? Ben, c'est ce qu'on peut observer à travers les différentes données. Les infrastructures routières, évidemment, la route va amener différentes éléments de conflit, si on veut, potentiels entre les usagers de la route et puis va pouvoir mener à certaines collisions. Donc, il y a des éléments qui vont venir de l'analyse d'infrastructures routières. La sécurité des véhicules. Évidemment, les véhicules ont beaucoup évolué à travers les récentes années, donc il y a différents volets qui vont influencer le nombre de collisions. Puis ensuite, les autres facteurs sont tous les facteurs qui vont amener aussi davantage de collisions ou moins de collisions. L'exposition au risque, on va y revenir tout à l'heure, mais on va parler, souvent on va parler de kilométrage parcouru, donc d'être présent sur la route, de circuler. Donc, c'est un premier élément là, qui va faire en sorte qu'on s'expose à un risque de collision. Mais des facteurs socio-économiques, la démographie, évidemment, le vieillissement de la population, mais l'augmentation de la population va nous permettre de mesurer, d'influencer le nombre de collisions. Donc, c'est des éléments sur lesquels on va mesurer différents impacts, l'économie, le prix de l'essence, mais aussi les conditions climatiques. Donc, différents facteurs. À la société, nous, on va tabler l'intervention principalement sur les comportements des conducteurs ou des usagers de la route, puis la sécurité des véhicules sur certains aspects, parce qu'évidemment, il y a des aspects qui sont beaucoup au niveau fédéral chez Transport Canada sur les normes de sécurité des véhicules, mais il y a certains aspects qu'on peut mesurer. Aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement du volet comportement. Donc, si on regarde le volet comportement, globalement, la stratégie d'intervention de la société sur le comportement, on va souvent rassembler trois axes d'intervention qui permettent d'influencer, modifier le comportement de l'ensemble des usagers de la route. On va rassembler souvent les composantes de sensibilisation, législation, puis contrôle. Je vais vous les présenter un petit peu plus en détail dans les prochaines diapositives, mais j'ajouterai aussi qu'à la société, on a aussi un quatrième levier qui est la tarification d'assurance. On va, par exemple, euh, augmenter la contribution d'assurance pour des clientèles qui ont plusieurs points d'inaptitude, donc à ce moment-là, des comportements qui sont plus à risque, ou pour des clientèles spécifiques, comme on a depuis plusieurs années chez les motocyclistes, où on sait que la contribution d'assurance est plus élevée en raison des facteurs de risque de cette clientèle-là. Globalement, en sensibilisation, évidemment, on voit souvent le message principal là, qu'on va diffuser à la télévision, dans les radios, mais on utilise différents moyens de sensibilisation, les médias sociaux, mais aussi des activités de promotion auprès de certaines clientèles. Cette promotion-là, elle doit être ciblée à des bonnes clientèles. Donc, on ne peut pas faire un message qui parle à tout le monde et à personne en même temps. Il faut que les gens comprennent qu'ils sont visés par ce message-là, qu'ils ont peut-être un comportement qui est inadéquat, puis qu'il faut qu'ils comprennent pourquoi et comment ils peuvent le modifier. Donc, il y a plusieurs éléments qui vont nous permettre dans les données de préciser, si on veut, comment on peut faire la meilleure sensibilisation. Il faut noter que cette sensibilisation-là, comme on dit ici, elle est nécessaire, mais non suffisante à elle seule. Elle prépare le public à- à comprendre quelles sont les bonnes habitudes à adopter sur la route, mais elle n'est pas elle n'est pas autosuffisante. Donc, ce qu'on va ajouter souvent, c'est les mesures législatives ou les recommandations à la législation, bien entendu, puisque c'est le ministre des Transports qui a ce rôle-là de légiférer. On parle souvent à la société de comprendre la norme sociale, l'acceptabilité sociale d'une mesure. Le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est, vous le savez, sur l'autoroute, souvent, on a le débat de dire, ben, les policiers euh, tolère 20 km/h de plus que la limite. Donc, la vraie limite, c'est 120. Donc, la norme sociale, c'est je peux rouler jusqu'à 120 sans avoir trop de chances de se faire arrêter. Bien, cette norme-là, elle existe aussi dans différents éléments là, qu'on va essayer de mesurer dans notre approche législative. Il faut comprendre que la législation, ça va cibler l'ensemble de la population, que
dès le moment où il y a une législation qui existe ou qui est mise en place, il y a déjà une mesure de la population, une certaine partie de la population qui va la respecter d'emblée. Donc, c'est déjà un élément, un peu comme la sensibilisation, qui ajoute à l'intervention de ce côté-là. On va souvent baser nos interventions sur la théorie de la dissuasion. Donc, on parle de promptitude, sévérité et certitude. Donc, un comportement, ben, il faut qu'on s'assure que si on adopte un mauvais comportement sur la route, on va avoir une bonne probabilité d'être arrêté. La sévérité, donc l'amende ou les points d'inaptitude, va être suffisamment grande pour qu'on comprenne de ne pas reproduire ce comportement-là. Puis la certitude de la peine aussi, qui va rentrer aussi dans les éléments reliés à la justice, là, ou à tout le volet de la cour. Donc, est-ce que je vais être capable de me sauver de mon infraction d'une certaine façon? Ça amène justement le contrôle. Ben, le contrôle policier, on travaille beaucoup avec les partenaires policiers parce que le sentiment d'être intercepté, si on veut, est important là, pour adopter volontairement le comportement. Donc, il faut qu'on croit que faut qu'on voit les policiers sur la route, puis il faut qu'on croit qu'ils peuvent nous arrêter si on a le mauvais comportement. Un exemple de, quand je vous disais que ça travaillait ensemble avec le port de la ceinture de sécurité au début des années 80, quand on a rendu ça obligatoire. Donc, la sensibilisation au fait que c'est devenu obligatoire nous a amené à un taux de port chez les conducteurs passagers de 40, d'ajouter des points d'inaptitude, donc d'augmenter la sévérité en cas d'intervention, ben, ça nous a amené à un taux de port de 70, puis le contrôle, donc des opérations ciblées policiers, nous a amené à 90. Je vais vous parler maintenant un peu plus des données. Donc, sur les différentes données qu'on peut recueillir à la société, la première, évidemment, proviennent des rapports compilés par les policiers à la suite d'un accident. Évidemment, pour comprendre les différents facteurs qui mènent à un accident, ben, ça prend un événement puis un rapportage de cet événement-là. Donc, le règlement, le Code de la sécurité routière prévoit que le policier doit se rendre sur les lieux d'un accident lorsqu'il y a des préjudices à une personne et que l'accident implique un véhicule routier en mouvement. Et le règlement prévoit le type de rapport que le policier doit remplir à la suite d'un accident. Donc, il y a principalement les accidents avec blessure, mais on a certains critères qui permettent de rassembler aussi les données à la suite d'un accident matériel seulement, mais qui va être sur certains lieux, donc principalement les routes du ministère des Transports pour permettre de mieux cibler les zones problématiques et puis avec un certain montant là, de dommages au véhicule, là, donc pour s'assurer que c'est un accident qui avait quand même des dommages importants. Qui n'a pas fait de blessés, mais qui aurait pu en faire. Donc, ces rapports d'accidents-là vont nous amener certaines statistiques là, qu'on va publier d'année en année. Donc, ce que vous avez ici, c'est le dossier de presse pour les années de l'année 2023, mais pour lesquels on va souvent amener la donnée présente. Donc, en 2023, c'était 380 victimes décédées suite à une collision de la route, 1270 blessés graves, donc des blessés qui ont été hospitalisés pour au moins 24 heures. Puis des blessures légères, là, 26 790 en 2023. Donc, un accident qui a amené des blessures aux usagers sans que nécessairement il y ait eu besoin d'avoir une hospitalisation. Ces 28 000 accidentés-là en 2023, 28 440, on va les comparer bon, à l'année précédente. Souvent, on va essayer de regarder par rapport à l'année précédente, est-ce qu'il y a eu des améliorations, est-ce qu'il y a eu des détériorations, mais on va aussi, parce que parfois c'est des petits nombres, même si un accident, c'est un accident de trop, on va essayer de rassembler une moyenne sur 5 ans pour mieux saisir les tendances là, qui peuvent varier là, plus d'une année à l'autre, ça peut être assez important. Puis quand on regarde l'exemple ici, ben, on avait une baisse là, par rapport à 2022 de 4,5 des mortels, mais quand on regarde les années précédentes, la moyenne des 5 ans, ben, c'était une hausse finalement du nombre de décès. Donc, c'est important de rassembler un peu différents facteurs et puis plus on est dans des petits nombres, ben, plus la moyenne 5 ans peut évoluer, puis elle est importante là, pour essayer de mieux capter les tendances et tout ça.
Dans les autres volets qu'on peut diffuser à travers ces données-là, on va s'intéresser à différentes catégories d'usagers. Je vous ai dit tout à l'heure que les accidents principalement rapportés par les policiers impliquaient un véhicule routier en mouvement, mais il n'est pas que les victimes à l'intérieur du véhicule. Donc, à travers les années, occupant d'un automobile ou camion léger, c'est aux alentours de 200 victimes décédées euh, année après année. Donc, à peu près 50 à 60 du nombre total de victimes occupaient un camion léger. Mais il y a aussi d'autres victimes, donc à l'intérieur d'un camion lourd, tracteur routier. Là, on est plus entre 5 et 10 annuellement. Évidemment, l'occupant du camion lourd va être un peu plus protégé par son habitacle, mais aussi par la masse de son véhicule. Donc, s'il y a un accident qui implique un véhicule léger et un camion lourd, ben, l'impact va être moins fort chez l'occupant du camion lourd, ce qui va faire en sorte que les nombres sont beaucoup plus petits, même si le kilométrage parcouru par ces véhicules-là est quand même important, mais c'est quand même seulement 4 du nombre total de véhicules en circulation immatriculés au Québec. Les motocyclettes, évidemment, les motocyclettes, cyclistes et piétons sont moins bien protégés lors d'un impact. Donc, on parle de 50 à 60 décès motocyclettes à chaque année, une dizaine cyclistes et entre 50 et 80 piétons qui sont impliqués dans un accident avec un véhicule qui vont décéder à chaque année. Il y a d'autres catégories, autobus, autobus scolaires, les véhicules outils, les véhicules de déneigement, depuis quelques années aussi, on inclut aussi les appareils de transport personnel motorisés. Donc, les trottinettes électriques, les gyroroues et ce type d'équipement-là qui est autorisé à circuler depuis 2 ans là, à travers un projet pilote. Donc ça nous permet aussi de voir à travers les années quels sont nos éléments qui sont en hausse. Par exemple, les piétons, on avait une baisse en 2023 par rapport à 2022, mais la hausse en 2022 était quand même préoccupante là, par rapport à cette clientèle-là qui est à risque, là, si on veut, sur la route parce qu'elle est plus vulnérable. D'autres données qu'on va amener, ben, ça va être sur des tendances un peu plus longues. Vous le savez que le nombre de décès sur les routes, le maximum qu'on a observé, c'est au milieu des années 70, début des années 70, c'était 2200 décès. On est aux alentours de 400 maintenant. Évidemment, deux éléments qui nous sont rapportés par ce type de graphique-là, ben, il y a plusieurs facteurs qui ont fait en sorte que la diminution est observable. Évidemment, les véhicules sont mieux construits pour protéger suite à un impact les occupants de leurs véhicules. Il y a plusieurs mesures législatives qui ont été amenées, plusieurs mesures d'intervention, plusieurs partenaires qui ont travaillé à protéger aussi des meilleures routes, des routes qui pardonnent d'une certaine façon avec les glissières de sécurité, des autoroutes, donc des voies séparées. Ça fait en sorte que beaucoup d'interventions ont été faites. Et ce qui est important de le noter, c'est que malgré que le nombre de titulaires de permis, donc de gens qui peuvent conduire sur une route, qui sont détenteurs d'un permis, est passé de 2,5 millions, 3 millions à 6 millions à travers ces 50 années-là. Puis le nombre de véhicules en circulation, lui, a augmenté encore davantage. Donc, on a davantage d'exposition au risque, mais on a quand même une diminution des décès. Au niveau des accidentés, euh, la relation est moins forte, si on veut, mais on est quand même passé de 60 000 accidentés à peu près dans les années 70-80 à peu près 30 à 40 000 là, au cours des dernières années. La population est ajoutée sur ce graphique-là pour vous montrer que bon, ben, quand on utilise des critères de, de comparaison avec la population ou par titulaire de permis, on va retrouver à peu près les mêmes tendances. Par contre, en termes de véhicules en circulation, on voit que, ben, on le sait, c'est le nombre de véhicules qui sont possédés par nos ménages augmente d'année en année là, depuis les années 90-2000. Donc, c'est un élément d'importance là, dans l'exposition au risque. Euh, Pourquoi on calcule des taux? Souvent, ça va nous permettre de rassembler
l'évolution de ces données-là sous un autre angle, parce que comme on le disait tout à l'heure, pour donner l'exemple ici par population, je l'ai dit tout à l'heure, la population, le nombre de décès a diminué beaucoup, mais il a diminué aux alentours de 700 à 350, donc on a diminué par un critère de 2, un ratio de 2, mais quand on regarde par rapport à la population qui, elle, a augmenté de 20 par la population, ben, on a des taux qui étaient de 10 décès par 100 000 habitants en année 2000, et puis on est rendu à 4 présentement, là, 4 et demi. Ça va nous permettre aussi de se comparer à d'autres pays, d'autres administrations, d'autres provinces. Quand on regarde les nombres bruts, par exemple, de décès ici, c'est parfois difficile de se dire, ben, comment le Québec se comporte par rapport à d'autres pays. La Norvège, c'est 80 décès. Les États-Unis, à l'autre échelle, c'est 43 000 décès par année en 2021 pour la comparaison qu'on a là. Ontario, Québec, 540. Bien, souvent, on va ramener la population. Évidemment, la population aux États-Unis, on est à 331 millions d'habitants, alors qu'on est à 5,4 en Norvège. Donc, quand on calcule des taux, ben là, à ce moment-là, ça nous permet de nous positionner, voir un peu ben, le Québec. On est devancé par l'Ontario depuis plusieurs années, là, mais on tend à se rapprocher d'eux, donc dans la sécurité de nos administrations, si on veut. Les pays nordiques qui ont amené beaucoup de mesures en sécurité routière, la vision zéro qui a été amenée par la Suède depuis 25 ans, un des premiers pays à avoir commencé à parler de viser zéro, donc de travailler en sorte que on essaie de comprendre pourquoi un accident mortel ou un accident grave est survenu, puis comment on peut faire pour éviter le plus possible que ça survienne. À l'autre échelle, à l'autre bout de l'échelle, ben, les États-Unis, qui sont un pays où davantage de mesures de sécurité routière. Il y a eu moins de mesures de sécurité routière à travers les différentes années, donc on est à 12,9 là, par 100 000 habitants. Évidemment, il y a plus de kilométrage parcouru, c'est une autre mesure d'exposition qu'on peut amener. Quand on parle de mesures d'exposition, justement, puis d'analyse du risque, on va, je vous l'ai dit depuis tantôt, parler de taux par titulaire de permis de conduire, par véhicule en circulation, mais on va aussi utiliser les infractions qui sont constatées par les policiers pour essayer de mesurer un peu le risque ou de comprendre les comportements qui sont plus à risque sur nos différents usagers de la route. Quand je vous donne un exemple d'exposition au risque, on va souvent regarder l'âge des conducteurs. Évidemment, les clientèles par population sont bien différentes. Euh, Quand on parle on pourrait prendre des taux ici par 100 000 habitants ou par 1000 habitants, comme on l'a vu tout à l'heure, parce qu'on semblait voir dans un graphique que la population suit le nombre de titulaires de permis. Toutefois, on sait que chez les 16 à 24 ans, parfois, on peut prendre notre permis à partir de 16 ans, mais des fois, on retarde l'âge de l'obtention du permis. Puis à 75 ans, ben, on va avoir une population qui augmente, mais qui a tendance à cesser de conduire à travers les années. Donc, évidemment, on peut regarder ces données-là sur l'évolution pour comparer un peu. Évidemment, on voit que quand on rassemble les données par 1000 titulaires de permis, c'est les 16 à 24 ans qui se retrouvent davantage impliqués dans un accident corporel. Mais on peut aussi les comparer globalement. Là, bon, ici, c'est un exemple où on a comparé la moyenne 2009-2013 puis celle de 2018-2022, donc sur 10 ans, une évolution. Mais ça nous permet aussi de ramener aussi les informations sur, quand on parle 1000 titulaires de permis, ben, les plus âgés, par exemple, on a une hausse, là, plus l'âge augmente, mais on ne rejoint jamais le risque sur ce volet-là, sur cette mesure d'exposition-là, de celle des jeunes de 16 à 19 puis de 20 à 24 ans. Évidemment, il y a plusieurs éléments qu'il faut regarder. Et puis c'est pour ça qu'on va, je m'excuse ici, inquiétez-vous pas, ça va se ramener en plus gros pour mieux comprendre. Mais c'est pour ça qu'on va bâtir différents indicateurs aussi pour mieux comprendre, puis mieux comparer, puis mieux voir, quand on vous parlait tantôt de bâtir des sensibilisations ciblées, où est-ce qu'on doit s'adresser dans nos populations. Quand on regarde ici, j'ai pris un extrait.
j'ai quelques régions administratives. Si on regarde les taux d'accident, des taux de décès par 100 000 habitants ou par titulaire de permis de conduire, ben, on voit évidemment que les régions plus urbanisées pour les décès vont être plus basses, là, donc 2,5 décès. 1,9 pour Montréal, 2,5 pour Capitale-Nationale, contrairement à ce qu'on retrouve, par exemple, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, où on a des taux de décès de 7. Évidemment, c'est des régions qui sont davantage avec des routes de 90 km/h, où les impacts vont être plus dommageables pour les personnes impliquées, donc davantage de décès là, dans des accidents sur des zones de 90 km/h que des blessés. Sur les taux d'accident, ben, on va retrouver d'autres facteurs qui vont nous permettre de comparer. On va utiliser aussi dans nos indicateurs régionaux différents indicateurs qui vont nous permettre, je vous donne un exemple ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, là, mais je suis à peu près dans le milieu. Là, on a une proportion de conducteurs d'automobiles ou camions légers qui ne décédés puis qui ne portaient pas leur ceinture de sécurité. À peu près 30 des décès, on s'aperçoit que la personne ne portait pas sa ceinture de sécurité. Ben, en Capitale-Nationale, c'est 17 puis en Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est 40. Donc, peut-être lieu de davantage parler aux gens de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean de port de la ceinture de sécurité que de Capitale-Nationale. On a différents éléments aussi, par exemple, sur la distraction, deux lignes plus bas. La distraction, c'est pour l'ensemble des causes qui sont rapportées par les policiers puis l'ensemble des victimes. On a aux alentours de 40 des décès qui sont liés à la distraction. Bien évidemment, 51 à Montréal, 30 dans la région de l'Outaouais puis dans la région de Bas-Saint-Laurent. Ça nous permet de voir différents modèles d'intervention là, ciblés dans les régions. Ces données-là, on les publie aussi sous forme de carte. Donc, sur le site web de la SAC, vous pouvez trouver une carte interactive qui permet de rassembler les principaux indicateurs, nombre d'accidents, nombre de décès, les taux de décès par 100 000, nombre d'accidentés, puis les taux d'accidentés par 100 000 par région administrative, donc globalement l'ensemble des régions, mais par MRC, puis par municipalité de plus de 5 000 habitants. Ça nous permet, nous, de voir un coup d'œil aussi que, par exemple, quand on regarde les taux d'accidentés par 100 000 habitants, bien évidemment, la région de Montréal, mais Laval est plus basse là, en termes de ratio qu'on a dans Matawini, Papineau, les Laurentides, donc les régions plus éloignées. Évidemment, quand on va intervenir, on va regarder les taux, mais on va regarder aussi les nombres. Parce que, par exemple, si on parle des piétons, piétons à Montréal, c'est 50 des piétons qui décèdent, qui sont accidentés je m'excuse, sont à Montréal plutôt que dans l'ensemble du Québec, c'est 50. Donc, on va intervenir davantage de ce côté-là. Mais ça nous permet d'avoir différents portraits pour mieux comprendre, à partir de nos statistiques descriptives, comment intervenir. Je vous parle un peu rapidement des causes des accidents. Les sources, on utilise le rapport complémentaire qui est transmis par le policier lorsqu'il y a un accident corporel, mais aussi le rapport du coroner pour les décès et principalement pour les données facultés affaiblies. Globalement, en matière de vitesse, distraction, on parle de les deux premières causes identifiées par le policier de près de 30 des décès. On regarde à travers les différentes données, comme on disait tout à l'heure, par rapport à l'année précédente, est-ce qu'on a une augmentation, mais par rapport aux 5 années précédentes, comment évoluent nos tendances, donc autant en matière de décès, blessés graves, blessés légers. On va regarder aussi sur alcool. Cette tendance-là. Cette fois-ci, on va utiliser davantage la donnée du coroner qui parfois va demander, en fait, c'est 70 à 80 du temps, va demander un test de dépistage des principales drogues et médicaments et alcool, donc va demander un test laboratoire. On avait dans ce tableau-là 28 en 2022 des conducteurs décédés qui avaient une alcoolémie qui dépassait 80 milligrammes par rapport à une moyenne de 25 des 5 années précédentes. Donc, ça nous permet de voir un peu est-ce qu'on est en amélioration, détérioration. Cannabis, on a différents indicateurs, évidemment, les conducteurs décédés, mais aussi par âge, parce qu'on sait que même si c'est 23 des conducteurs décédés qui avaient une présence de cannabis, je vais revenir sur ce volet-là tantôt, ben, chez les jeunes, c'est 31 chez les 16 à 19 ans, puis 32 chez les 20 à 24 ans. Quand on regarde différents indicateurs, justement, pour les conduites et facultés affaiblies, à travers ces données-là qui sont recueillies par le coroner, ça nous permet de
rassembler globalement deux nombres. Là. On a les données ici sur une trentaine d'années, 35 ans. Donc, on est passé de 600 victimes à 100 victimes décédées dans un accident de ce conducteur qui avait une alcoolémie de 80 milligrammes. Mais quand on regarde en ratio, donc c'est 50 des conducteurs décédés qui avaient une alcoolémie de plus haute que 80 milligrammes. Depuis quelques années, on est plus aux alentours de 25-30. Donc, il y a quand même une amélioration, pas juste en nombre de victimes, qui pourraient être cachées par d'autres facteurs, mais aussi sur l'alcool. Évidemment, il y a plusieurs éléments qui ont été amenés à travers le temps. Ici, on a le taux de récidive à une infraction. Donc, combien de gens sont condamnés aujourd'hui avaient une infraction criminelle antérieure dans les 10 ans antérieurs, avec différents programmes qui ont été mis de l'avant, donc des interventions spécialisées sur ceux qui sont arrêtés avec les facultés affaiblies. On est passé de 30 de récidive à 15. Ça veut dire globalement qu'aujourd'hui, quand on arrête une personne, ben, il y a 85 de ces gens-là qui n'avaient jamais eu d'infraction antérieure à alcool, donc c'est les premiers contrevenants. On a souvent le mythe que les gens sont beaucoup plus des récidivistes, mais ça, ce genre de graphique-là nous donne le contraire. L'évolution de la présence de cannabis décelé selon les données du coroner. Ici, quand je parlais de présence tout à l'heure, c'est important de noter que ce n'est pas nécessairement faculté affaiblie parce que le cannabis peut rester dans le sang à une certaine durée, surtout chez les conducteurs, les usagers chroniques. Mais on voit quand même qu'on a une augmentation à travers les années de la présence de cannabis qui est décelée. On était plus aux alentours de 10 à 15 dans les années 2010. On est aux alentours de 20 à 25 aujourd'hui. Donc, évidemment, il y a différents critères à analyser pour mieux comprendre les éléments de ce côté-là. Et on va souvent, pour compléter ces analyses-là, utiliser des données complémentaires. Donc, on va regarder, par exemple, dans les sondages qui vont nous permettre de rassembler différents indicateurs sur les comportements déclarés par les gens, mais aussi la perception du risque d'être arrêté, d'avoir un accident et différents éléments de ce côté-là. Quand on regarde, par exemple, les facultés affaiblies au volant, ben, 84 des Québécois disent que oui, le risque de faire un accident augmente s'ils conduisent après avoir bu deux consommations d'alcool. Par contre, près de 3 Québécois sur 10 admettent avoir conduit au cours des 12 derniers mois après avoir pris deux consommations d'alcool. Donc, on a différents indicateurs de ce côté-là qui nous permettent de mieux bâtir nos messages. Puis ensuite, ces messages-là, bien, on va regarder est-ce que vous êtes concerné par ces messages-là. Donc, l'effet des messages publicitaires sur l'alcool ou la drogue, c'est un conducteur sur deux qui se sentent concernés. Est-ce qu'ils se sentent concernés est-ce qu'ils ne s'en sentent pas concernés parce qu'ils ne conduisent jamais après avoir bu ou parce qu'ils ne boivent pas? Ben, ça, c'est différents facteurs qu'on peut aller chercher dans ces éléments-là. Ces mêmes données-là, on peut les avoir sur différentes thématiques. On a ici la distraction au volant. Euh, on voit que, par exemple, dans quelle mesure ces activités-là augmentent le risque d'avoir un accident. Donc, manipuler un GPS, 74 des conducteurs considèrent que oui, c'est plus à risque. Par contre, converser avec les autres passagers, 30. Donc, ça nous permet de voir un peu les risques perçus par les gens. Est-ce qu'un conducteur est distrait si son attention n'est pas exclusivement sur la tâche de conduite? Près d'un conducteur sur 8 déclare avoir été très souvent distrait au volant au cours de la dernière année. Donc, ça nous a amené aussi à se positionner sur ben, la distraction. Ce n'est pas seulement le cellulaire ou les écrans, mais aussi la distraction cognitive. Donc, de parler avec des passagers, d'être occupé dans sa tête ailleurs, de penser à la journée de travail, la journée scolaire, aux enfants qu'il faut aller reconduire ou peu importe notre défi. Donc, ça nous permet de rassembler certains indicateurs de ce côté-là. Donc, c'est ce que je viens de parler, là, la source de 40 pensent que penser à autre chose est peu ou pas dangereux. Donc, ça nous amène à intervenir davantage sur le fait que, ben oui, c'est dangereux parce que vous n'êtes pas attentif à la route, aux risques de collision qui peuvent survenir, un usager qui sort entre deux voitures et autres éléments de ce type-là. Par contre, on voyait aussi que pour ce qui est du téléphone cellulaire au volant, ben, la plupart disent que c'est assez dangereux.
Ces données-là, je vais passer rapidement sur ce volet-là, mais quand on regarde auprès des conducteurs de véhicules lourds, on pourra les comparer aussi. Les thématiques partage de la route, vitesse, fatigue, distraction, c'était des thématiques qui étaient vues dans la stratégie de prévention de sécurité routière 2021-24 de la société. Donc, on voulait comparer, est-ce que les conducteurs de véhicules lourds se sentent davantage concernés? Est-ce ils ont des clientèles différentes quand ils conduisent de ce côté-là? Ces données-là sont aussi comparées en matière d'étalonnage là, à d'autres pays, là. Donc, on s'est joint à une étude internationale pour essayer à travers ces sondages-là, de voir comment on se compare sur différents critères. Des comportements autodéclarés, par exemple, conduit après avoir bu de l'alcool, on est les deuxièmes plus euh, euh, fréquents à avoir conduit après avoir bu de l'alcool par rapport au pays qu'on a comparé, Canada, France, Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni, États-Unis. Suède, c'est important de noter qu'ici, le taux légal est à 20 mg là, en alcool, donc beaucoup plus bas que le 80 mg. Par contre, quand on regarde l'acceptabilité sociale d'une mesure, est-ce que c'est correct? Ben, on est parmi ceux qui disent que c'est le moins correct de conduire en étant peut-être au-dessus de la limite légale. Différents facteurs, excusez, je n'avais pas vu qu'il y avait ça qui se rajoutait, peuvent être regardés. Pour la vitesse, ben, on est les gens qui déclarent davantage dépasser la limite de vitesse par rapport à d'autres personnes. Évidemment, il y a une structure à comprendre aussi derrière ça. Peut-être qu'on partage davantage l'impression, la perception aux Québécois que ben, oui, vous dépassez la limite de vitesse. La norme sociale qui dit que ben, 5 à 10 au-dessus, c'est correct de dépasser, ben, on l'envoie ce message-là. Quand on se compare, par exemple, aux États-Unis, où, à mon avis, les vitesses sont comparables à celles qu'on a au Québec, ben, eux, ils déclarent pas avoir dépassé la limite de vitesse. Donc, c'est différents éléments qui vont être amenés dans nos éléments plus détaillés. Euh, on va se comparer. Là, je vais passer rapidement pour les mesures de temps à d'autres données là-dessus sur l'application de la loi, la soutien politique. Mais on va aussi regarder nos données sur le terrain parce qu'on a le comportement déclaré, mais on a le comportement sur le terrain. On a différentes enquêtes qu'on va regarder autant sur la distraction, autant chez les conducteurs que chez les piétons, la vitesse, l'habillement des motocyclistes, mais aussi tous les respects des règles de circulation, donc feu rouge, passage pour piétons, le VDFR, le virage à droite au feu rouge. Ces données-là vont nous donner aussi des mesures d'évolution. Le taux de port de casque à vélo, on a pu observer à travers les différentes études que entre 2000, où on était à 25 de taux de port de casque à vélo, et 2021-22, on est passé maintenant à 70 de gens qu'on observe puis qui portent le vélo, le casque lorsqu'ils font du vélo. Ces données-là aussi nous permettent de voir, d'observer comment les conducteurs sont distraits. Donc, 25 des conducteurs, on a observé au moins une source de distraction quand on les regardait là, au hasard sur la route. Quelles sont ces sources de distraction-là? Ben, oui, regarde, lit son téléphone cellulaire, a une conversation au téléphone cellulaire ou un texto. Évidemment, la conversation main libre est plus difficile à saisir chez les observateurs, mais elle l'est quand même parce qu'on voit que la personne est seule dans son véhicule puis qu'elle parle. Donc, c'est des éléments qu'on va observer. Bien, comportement aussi de distraction avec un passager, mais tous les éléments là, qu'on peut observer. Donc, des soins corporels, donc quelqu'un qui va se maquiller ou se raser pendant son volant de son véhicule, mais aussi manger ou fumer. Donc, différentes données de ce côté-là. Un intéressant jumelage de nos deux données de sondage et de terrain. Quand on regarde l'habillement des motocyclistes, on voit par exemple que la veste de protection est portée par 35 des motocyclistes, le pantalon de protection par 12 Pourtant, quand on leur demande est-ce que c'est important de porter des vêtements de protection, 92 jugent que les risques d'être blessé gravement sont élevés lorsqu'on ne porte pas les vêtements de protection. Les gants de protection, je vais arriver avec le blouson pour revenir au même calcul. 93 des cyclistes, des motocyclistes en ont un. 68 déclarent qu'ils le portent en tout temps, alors que quand on regarde l'autre donnée sur le terrain, ben, c'est 35 le pantalon, ben, on était à 22 déclarent le porter toujours, alors qu'on sur le terrain, on voit 12. Donc, différentes données qui nous permettent
d'observer un peu les particularités. Vitesse moyenne observée, j'apporte votre attention sur la vitesse à 50 km/h. La vitesse moyenne qu'on observe, c'est 51. Ça paraît pas si dommageable, mais quand on regarde, dans le fond, la distribution de ces vitesses-là, ben, seulement 47 respectent cette limite-là. Donc, on a 53 qui dépassent la limite de vitesse là, quand on regarde la disparité, la distribution des données. Euh, je vais passer sur les dernières étapes parce que je voulais vous apporter votre attention sur des analyses détaillées qu'on peut faire. J'ai utilisé quelques exemples avec des données d'infraction avec point d'inaptitude. Donc, quand on regarde différents volets, on peut être intéressé, par exemple, à regarder est-ce que les conducteurs qui commettent des infractions en petit nombre ou en grand nombre ont été impliqués dans plus d'accidents. Ben, quand on regarde ici, on a une référence de 10 ans, donc le nombre d'infractions observées chez nos titulaires de permis peut passer de 0 à 20 ou plus. Et puis quand on regarde les accidents, ben, combien ont eu zéro accident, un, deux, trois ou plus? Ben, ce qu'on voit ici en bas, c'est que ceux qui ont eu zéro infraction sur 10 ans, ben, 89 de ces conducteurs-là étaient des conducteurs qui n'ont pas eu d'accident. À l'autre échelle, 15 à 19 infractions, 20 infractions ou plus, 42 seulement, 36 n'ont pas eu d'accident. Donc, ça nous permet de voir qu'effectivement, l'infraction est un bon prédicteur d'avoir un accident et est aussi un bon prédicteur d'avoir une infraction. Donc, est-ce que les gens qui commettent des infractions en commettent par hasard certaines années, puis après ça arrêtent? Ben, non, sur une année donnée, 2017, dans l'exemple qu'on a ici, si on regarde les 5 années précédentes, ben, ceux qui ont eu 10 infractions ou plus, 37 d'entre eux seulement n'ont pas eu d'infraction en 2017. Donc, c'est un comportement aussi, un prédicteur qu'on peut avoir. On va regarder tout à l'heure, je vais vous parler des fréquences d'accidents, évidemment. Ceux qui ont 10 points d'inaptitude ou plus sur une période de 2 ans, c'est moins de 1 de nos titulaires de permis. Ben, le risque d'accident est plus élevé de 3 à 6 fois plus élevé que ceux qui n'ont aucun PDI, là, qui est notre facteur relatif, là. Donc, de ce côté-là, ben, plus on a de gens, et c'est pour ça qu'on bâtit aussi la tarification d'assurance en fonction du nombre de points d'inaptitude accumulés sur une période de 2 ans, ben, ils sont plus à risque, donc on va leur demander une contribution plus élevée. Euh, un dernier élément que je voulais vous présenter, c'est que ces données-là, des fois, on peut fouiller davantage. Les points d'inaptitude, ça représente un bon mélange du risque futur d'accident, mais aussi de la réprobation sociale. Parce que, pour donner un exemple, quand on regarde le risque d'accident de ceux qui ont dépassé un autobus scolaire, il n'est pas au niveau du nombre de points d'inaptitude qui est établi, qui est à 9, là, donc, alors qu'on a 15 points accumulables total. Donc, euh, euh, à ce moment-là, on veut le capturer sur un volet différent. Ben, la réprobation sociale, c'est que le législateur a décidé qu'il n'en voulait pas des infractions de ce type-là. Donc, je vais mettre une sévérité assez grande pour que les gens comprennent que c'est un risque que la population québécoise réprime. Donc, on voulait amener de ce côté-là. Les catégories d'accidents, on essaie de voir un peu, est-ce que on est capable de comprendre le comportement inattentif de certains conducteurs versus le comportement très à risque. Donc, si on circule, par exemple, à 50 km/h au-dessus d'une limite de vitesse de 50, ben, on le fait de façon délibérée, sachant qu'il y a des très grands risques. Par contre, si on circule à 10 km/h au-dessus, peut-être moins à risque. Donc, on les avait regroupés en catégorie légère, là, juste pour illustrer, moyenne ou grave de ce côté-là, pour voir après ça, quand on regarde sur une période de 4 ans nos conducteurs, c'est quoi le calcul de risque qu'on peut faire? Donc, en rouge, ben, on va retrouver des conducteurs qui sont 4 fois plus à risque que celui qui a une infraction de type A, une seule infraction sur 4 ans de type A, donc de type léger. Donc ça nous permet de voir un peu est-ce qu'on est capable de cibler davantage, pas juste par les points d'inaptitude, mais par le type d'infraction positionnée. Ce qu'on voit là-dedans, c'est que déjà, quand on a deux infractions de type C, donc les plus graves, là, donc
comme je vous disais tout à l'heure, grand excès de vitesse, conduite dangereuse, alcool aussi au volant, ben, on a généralement des conducteurs qui sont beaucoup plus à risque là, que des conducteurs qui ont certaines infractions, mais plus légères. On voit ici que, par exemple, d'avoir 4 infractions sur 4 ans de type A, mais aucune de type B, puis aucune de type C, ben, c'est 1,79 la relativité par rapport à notre groupe référence. Donc, plus élevé, mais peut-être qu'on va intervenir davantage chez eux en premier. Dernier petit point pour illustrer ça sous un autre angle, ben, des fois, on le voit que oui, le type d'accident corporel en tout genre, il y a des différences, mais c'est plus parlant des fois sur les accidents graves ou mortels. On voit ici, par exemple, que lorsque là, on se met dans la situation où le policier se rend sur les lieux d'un accident, ben, il y a 6 fois plus de chances que la personne dans un accident mortel ou grave, la personne qui est impliquée dans l'accident, elle avait déjà eu une infraction d'omission de porter la ceinture de sécurité ou d'excès de vitesse de plus de 45 km/h au cours des 2 années précédentes. Donc, c'est un prédicteur d'accident mortel ou grave assez grand là, par rapport à ces données-là. Donc, ça termine, m'excusez, j'ai peut-être pris 5-6 minutes de plus que prévu, mais ça termine la présentation des différentes données qui sont amenées à la société, analysées et puis présentées et partagées avec les partenaires. Je ne sais pas s'il y a des questions, Monsieur Leclerc. Je vais peut-être départager mon écran Alors, merci pour beaucoup, la Monsieur suite. Brault. Merci beaucoup pour votre présentation. C'est riche en données et en indicateurs. Donc, j'inviterai, je vois qu'il y a peut-être dans le chat, il y a déjà une question ou un commentaire. J'aurais 2 questions. Donc, oui, Patrick Morancy, il travaille dans ce domaine. Je vous invite à poser vos questions. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien, Monsieur Bro? Oui, très bien. Bon, ça fait Bonjour, plaisir Monsieur de Bro. vous revoir. On s'est Ben rencontrés il y a oui, déjà longtemps. tout à Euh, fait. Moi aussi, je travaille dans le domaine un peu c'est ça, plus de la santé publique, là, dans la perspective de santé publique. Mais j'ai 2 questions. La première concerne plus un peu le mandat général de la SAC puis des données que vous produisez. Ouais, Et la deuxième va être un enjeu spécifique lié à ces données-là. ouais, La première, j'aimerais ça pour les bénéfices de des étudiants puis des gens ici en santé publique, là, parce que vous précisiez le mandat de la SAC à un égard, c'est-à-dire que est-ce que la SAC est seulement intéressée par les facteurs de risque individuels et les comportements, voire même par l'éducation ou la sensibilisation, ou est intéressée ou a le mandat d'améliorer le bilan routier? Parce que c'est sûr que moi, je suis un peu étonné de voir que encore aujourd'hui, par exemple, l'information que vous partagez est strictement sur le comportement et même pas sur les environnements qui affectent les comportements, parce que la meilleure Ouais. manière de modifier les comportements, c'est d'abord de modifier les environnements. ouais, Donc, vous avez aussi vous n'avez pas rien présenté sur les véhicules, l'influence, par exemple, de la masse des véhicules, du ouais. lieu de résidence, des facteurs qui affectent le bilan routier énormément. Puis, peut-être parce que c'est dehors de votre mandat, mais j'aimerais que vous le précisiez. Puis, Ouais. ma deuxième question porte sur les données. Je ne sais pas si je la porte tout de suite ou je vous laisse répondre à la première, là. Ben, peut-être je répondrai à la première. Ouais, je vous en prie. Ben Oui, oui. c'est ça. Ben, effectivement, c'est une très bonne question, M. Morancy. Oui, certains éléments de mandat de la société vont toucher davantage le comportement et le véhicule. Euh, mais le travail se fait en partenariat. Le partage des données, l'analyse va souvent se faire en partenariat avec différents acteurs, là, donc le ministère des Transports, les municipalités, les différentes directions de santé publique là, dont vous faites partie, pour travailler dans un ensemble de facteurs. Ce qu'il faut voir, c'est que dans le mandat, dans le critère d'intervention, nous, on peut travailler à identifier effectivement le lien entre l'environnement, puis le comportement, puis les blessures, puis l'importance de capter ou de travailler sur l'environnement. Elle est là, ça va moduler le comportement, ça va prévenir les risques de ce côté-là, mais ce n'est pas nous qui va modifier la route, c'est pas nous qui va amener des aménagements réducteurs de vitesse, des passages sur piétons. Donc, dans les questions, les éléments que j'ai présentés aujourd'hui, je ne les ai pas présentés sous cet ordre-là, justement parce que c'est davantage travailler en partenariat, mais évidemment, c'est la même source de données qui est souvent utilisée. Donc, ça se fait beaucoup en partenariat. Donc, la responsabilité de ce côté-là, elle est là. Pourquoi je n'ai pas parlé du lien entre les environnements, l'environnement. Désolé, on dirait que là, j'ai pris une autre, autre source. Mon système informatique a lâché.
Donc, l'autre partie sur les véhicules, effectivement, c'est un angle que je n'ai pas choisi pour la présentation d'aujourd'hui, mais on aurait pu présenter. Ce que je disais, c'est que, par exemple, si on y va à l'extrême, on sait que les véhicules lourds, par exemple, sont 4 des véhicules, mais impliqués dans 25 des décès, puis particulièrement chez les décès des piétons. Donc, c'est différents éléments là, qu'on peut regarder effectivement à travers les données, puis ça se fait avec l'ensemble des partenaires aussi impliqués de ce côté-là. Merci infiniment. Je vais passer ma deuxième rapidement parce que je sais que le temps file. C'est vos données. Là, les données des rapports de collision et d'accidents, rapports d'accidents, sont cruciales pour la santé publique et pour beaucoup de gens au Québec. Ils ont partagé avec les directions de santé publique et le milieu académique depuis 1990. Donc, c'est 35 ans de collaboration. Nous, c'était utile, entre autres, pour identifier les points noirs traditionnellement avant 2000, puis aujourd'hui, beaucoup plus pour analyser une perspective systémique, la variation du risque sur le réseau routier, parce que certaines routes sont plus à risque que d'autres. Puis vous êtes la seule source, le rapport d'accident policier est la seule source de données qui permet de cartographier les lieux de collision puis d'estimer les taux, non pas selon le lieu où on habite, mais selon l'endroit où surviennent les collisions, sur les routes. Parce que toutes les intersections et les routes n'ont pas le même risque. Puis il y a des facteurs environnementaux liés à ça. Depuis décembre 2023, ces données-là ne sont plus accessibles aux directions de santé publique ou au milieu académique ni sur Data Québec. Et ça dépasse sans doute vos compétences ou votre rôle, mais j'aimerais quand même si vous avez une perspective sur le sujet, parce que ce sont des données qui sont essentielles en santé publique. Et c'est la seule source de données qui permet de cartographier les lieux de collision et donc d'associer les environnements aux lieux de collision. Donc, j'aimerais savoir si vous avez de l'information à partager à ce sujet. Peut-être que vous n'en avez pas, je le comprendrai. Ben oui, ben en fait, j'en ai effectivement parce qu'on a la même préoccupation que ce que vous dites, M. Morancy, sur le partage des données. Nous, en tant que direction de la recherche en sécurité routière, on partage le point de vue de l'importance de ces données-là dans l'ensemble de l'univers des acteurs en sécurité routière, de l'utilité que chacun puisse être capable d'avoir ces données-là pour voir leur angle différent et justement identifier les points noirs, voir les mesures d'intervention sur l'environnement routier, pour donner un exemple de ce côté-là. Depuis les changements à la loi sur l'accès à l'information, la loi 25 qui est passée il y a quelques années, l'ensemble des organisations ont dû se réapproprier les orientations qui ont été émises par le législateur de ce côté-là, puis qui rendre les critères beaucoup plus sévères. Nous, on pensait que dans les messages qu'on envoyait gouvernemental, on allait davantage permettre le partage de données. Mais la loi 25 a restreint l'usage de diffusion publique des données. Le critère de réidentification, entre autres, d'une personne nous amène à partager moins de données. Pour ce qui est de recherche, par contre, je vous le dis, c'est prévu dans la loi 25 que s'il y a une entente, s'il y a des partages de données, là, il y a beaucoup plus de facilité. Donc, on travaille dans cette façon de voir-là. C'est pas simple de comprendre comment la loi a modifié le partage des données, mais on voit l'intérêt, nous aussi, de ces données-là dans l'ensemble de l'univers de santé publique. Merci beaucoup. Je veux juste compléter en disant que, vous savez, en santé publique, la direction de santé publique, comme à l'INSPQ, on gère des données sur le VIH, sur le cancer, sur toutes les maladies. Donc, le fait de ne pas diffuser des données, la loi ne devrait pas avoir d'impact sur le partage avec nos organisations de santé publique, dans la mesure où les processus sont peut-être à revoir, mais on traite des informations sur le VIH et sur les autres maladies. Donc, je pense qu'on est capable de traiter, mais il faut trouver les bons processus. En tout cas, mais je vous remercie de votre réponse. Merci beaucoup, M. Morancy, M. Brault, pour la réponse à vos questions. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Donc, oui, je me permets, là, Mathieu Tandonnet, je travaille aussi pour l'Institut. Là, c'est pour faire un petit pouce avec ce que vient de dire Patrick. On avait des projets aussi sur la localisation. Là, je sais que le fichier, vous le rendiez disponible là, avant 2023, là, décembre 2023. Mais au niveau de la localisation, c'était aussi très spécial, c'est-à-dire que c'était les lieux là n'étaient pas très précis. Je me demande s'il n'y a pas un travail qui peut être fait du côté. Moi, je travaille en système d'information géographique là. Puis savoir si justement dans vos rapports, est-ce que vous prenez la longitude, latitude, admettons, des accidents là, puis avoir directement les lieux d'accidents qui sont géolocalisés, ce qui aiderait énormément au niveau du traitement de l'information par la suite. Parce qu'on faisait le travail à l'Institut. Je sais que le ministère des Transports le fait aussi de son côté. Mais on n'arrive pas à avoir la donnée du ministère des Transports non plus là. Donc je comprends qu'il peut y avoir des ententes pour obtenir ces données-là, mais si en plus de ça, ces données peuvent être directement géolocalisées, ce serait un plus énorme pour tous les travaux qui sont faits par la suite. Oui, tout à fait. Mais en fait, on travaille actuellement. Le rapport d'accident prévoit l'inscription de la longitude-latitude par le policier. Par contre, le policier n'avait pas nécessairement les outils pour être capable de l'identifier correctement puis de le mettre
dans le rapport d'accident. Avec de plus en plus d'outils disponibles, puis avec le rapport électronique d'accident qui est utilisé maintenant par beaucoup de corps policiers, on travaille justement à faire en sorte que le policier puisse l'inscrire à la source, la localisation exacte de la collision. Donc, le travail de réidentification à partir des champs d'adresse qui était complexe, là, qui est fait soit chez vous à l'INSPQ, soit par le ministère, effectivement, serait beaucoup amélioré là, de ce côté-là. Donc, c'est des travaux qui sont en cours actuellement là, pour essayer d'avoir la coordonnée géolocalisée. Puis, il y aura toujours le volet, comme on disait tout à l'heure, de bien de travailler sur nos processus, là, comme M. Morancy l'a dit tout à l'heure, d'accès aux données puis de partage des données dans cet angle-là, parce que la coordonnée géolocalisée, effectivement, elle est identifiée comme une des données qui permettent une réidentification des personnes impliquées. Là, mais donc, ça, on est dans le même volet dont j'ai parlé tout à l'heure. Super, merci beaucoup. Là, je pense que ça va être un gros plus là, d'avoir cette donnée-là. Puis si je comprends bien, c'est ça, là, on peut toujours bénéficier du fichier s'il y a une entente entre, admettons, Exact. l'Institut, puis le... OK. Ouais, Parfait, super. Mais un grand merci à vous. plaisir. Voilà, je pense j'aurais eu un certain nombre de questions de curiosité à vous poser, mais on va devoir conclure pour respecter le temps et libérer les personnes qui auront d'autres occupations. Donc, M. Brault, on vous remercie énormément pour ce topo des données de la SAC. C'était très intéressant. On a découvert, je suis persuadé que beaucoup de gens ont découvert beaucoup de choses, beaucoup d'indicateurs, beaucoup de données. Et ça va sûrement être très utile. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les participants. On vous convie à notre prochain séminaire. Donc, le prochain séminaire va être le 22 mai prochain, qui va être donné par Félix Lebrun-Paré de l'INSPQ et qui va porter sur sur le modèle conceptuel pour la surveillance de la santé mentale, des troubles mentaux courants et de leurs déterminants. Donc, c'est des travaux qui ont été faits récemment et donc, M. Lebrun-Paré va venir nous entretenir sur ces aspects-là. Donc, on vous souhaite un bon retour au travail pour l'après-midi et un bon congé pascal et soyez prudents sur les routes. Alors, merci. Au revoir.